La gêne de consulter. Petite capsule sur le sentiment d'embarras qui peut aller jusqu'à la honte et qui peut de fait empêcher de consulter là où il y a une plainte, une souffrance et qu'il y a une nécessité à prendre soin de soi, prendre soin de sa parole dans un lieu neutre, empathique, sans tabou, sans jugement, avec zéro démarche de la part du thérapeute à vouloir sauver ou ne serait-ce qu'aider. Voilà, d'être dans un espace où on ne peut que aider l'autre à s'aider lui-même, ce qui est un cadeau énorme et déjà fantastique. La gêne ou l'embarras, c'est vraiment une sorte de poison de l'âme. La gêne, l'embarras et la honte, évidemment, sont des poisons de l'âme parce qu'ils se distillent. Ce sont des sentiments, des émotions qui se distillent dans toutes les cellules du corps et qui anesthésient, qui limitent, qui freinent un élan de vie, justement, de manière complètement délétère. Alors, évidemment, c'est facile, enfin, entre guillemets, facile d'en parler. Et il est difficile de faire autrement quand on ressent de l'embarras, voire jusque de la honte, voire jusqu'au dégoût d'ailleurs, avec un sentiment associé souvent d'impuissance et de blocage total, mais il faut peut-être regarder un peu ailleurs. Déjà se dire que derrière la honte, il y a peut-être une émotion de substitution, c'est-à-dire que vous ressentez de la honte, mais que derrière c'est peut-être de la peur, de la colère, il y a peut-être autre chose. Et tout ce que vous voyez, tout ce qui vous saute aux yeux, peut-être dans une peur d'être jugé, eh bien c'est cette honte qui ronge l'âme. Dans ces cas-là, ce qu'il est possible de faire, c'est de déconstruire la honte et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça nécessite bien sûr de libérer la parole et ça peut se faire en étant accompagné si l'embarras est plus ou moins fort et plus ou moins invalidant et qu'il vient perturber, altérer la qualité de votre vie. Alors, je me présente, je suis Frédérique Morgan, psychanalyste, sexothérapeute et sexoanalyste et j'aborde avec vous donc les sujets qui peuvent vous préoccuper, les sujets du moment qui peuvent vous préoccuper, certains depuis tout récemment, voire depuis beaucoup plus longtemps. Alors, au lieu de se juger sévèrement et de se considérer comme anormal ou d'avoir un comportement anormal, ce que je vous propose déjà de voir dans un premier temps, si vous êtes plutôt sur un mode clivage, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sidéré par un événement du passé, plus ou moins récent, si vous êtes coupé de vos émotions, que vous avez scindé votre vie en deux pour ne plus ressentir justement, pour moins souffrir, mais que vous êtes un peu en mode automatique, avec forcément des parts non assumées de vous, non regardées de vous. S'il y a une urgence, s'il y a un sentiment de honte très fort, c'est sans doute que vous êtes aussi prêt, paradoxalement, à aborder ces parts-là de votre vie, à les regarder davantage, à commencer à lever un peu le voile sur ces éléments qui vous font honte, qui vous gênent, qui vous dérangent ou que vous pensez être dérangeants. Ou alors, sans être clivé, privé d'une partie de vous-même ou amputé d'une partie de vos ressentis, de votre imaginaire, une partie de vos liens affectifs, sans être tout cela, peut-être que vous ressentez quand même un conflit intérieur perturbant, gênant, un conflit intérieur qui ne vous laisse pas en paix. Sur ces axes-là, ce qui est important, c'est d'oser. Voilà, oser à petite dose ou à grande dose, mais oser franchir un premier pas. Et puis d'ailleurs, c'est un pas après l'autre, comme quand un enfant apprend à marcher. On ne lui demande pas d'aller faire une randonnée de 3 heures, mais un pas après l'autre, peut-être retomber ou au moins se reposer. Mais quand on commence à marcher, on ne tombe pas de si haut que ça et on s'entraîne à un mouvement, on s'entraîne à une parole en analyse. Il est souvent question d'ailleurs en analyse, finalement quand on creuse, même au-delà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de la honte ou de la culpabilité ou de la peur ou de la colère,
ce qu'il y a encore en sous-jacent, c'est l'amour. Et donc, de fait, commencer à mettre des mots, à parler, c'est se rapprocher d'un sentiment d'amour, et pour soi et pour l'autre, bien sûr, avec cette peur du jugement qui est liée à la honte, justement, qui peut s'estomper parce qu'elle sera déjà juste un regard, une envie de voir ou d'être vu, d'être regardé, voire admiré, en tous les cas, apprécié, pourquoi pas, valorisé. Donc finalement, ce sont des émotions qui vont un peu crescendo, que vous pouvez décortiquer crescendo ou décrescendo, accompagné d'un professionnel, forcément qui sera formé et qui va commencer à vous empêcher, de par sa pratique, à tourner en rond. Alors certainement pas en émettant des hypothèses dans tous les sens ou en vous donnant des injonctions à agir ou à être différemment, pas du tout, mais en commençant à déplier votre parole, à reformuler ce que vous dites et vous permettre de vous entendre vous-même dans votre discours enfermant, honteux, sclérosé et de fait un peu limité, là où vous avez besoin de plus d'air, de plus d'espace pour déployer vos ailes librement, puisque le sujet c'est quand même d'exister, c'est d'avoir ce désir d'être davantage dans la vie que du côté de la souffrance, d'être plus dans la vie et moins, on va dire, dans la déprime ou dans une addiction quelconque ou une attitude qui vous déplaît finalement rétrospectivement. Peut-être que sur le moment, c'est une attitude qui va vous calmer, compenser une angoisse, une honte, une angoisse d'abandon, une angoisse de séparation, ou une incapacité, un sentiment d'impuissance, mais c'est quelque chose qui est toujours temporaire. Alors que la parole, c'est un peu comme le petit pousset, elle est jalonnée, elle se jalonne, cette parole. Elle ne se modifie pas du jour au lendemain, elle est vraiment en lien avec votre inconscient, mais justement, par la parole, vous avez accès à votre inconscient. Et souvent, une personne perçoit une strate un peu trop fossilisée de soucis, d'angoisse, de trauma, de blessures. Mais en parlant, en évacuant, en commençant à gratter un petit peu, le vernis saute, même si c'est un premier vernis d'inconscient, il peut y en avoir d'autres en dessous. Et c'est important de faire ce travail soi-même. Vous pouvez écrire, remplir des carnets intimes par exemple, vous pouvez le chanter, le dessiner, vous pouvez vous faire masser, j'en sais rien, vous pouvez passer par le corps, par la parole, pour essayer d'exposer à vous-même, dans un endroit sécure, un premier état des lieux de ce que vous ressentez, de ce qui vous émeut, ce qui vous touche particulièrement en ce moment. Alors ces silences, ces non-dits, ces à moitié dits, ces rétractations, ces plaintes, ces souffrances, eh bien elles sont parfois liées à la manière dont vous vous percevez en tant qu'homme, en tant que femme. Donc une des pistes, c'est de rediscuter par exemple des composantes masculines et féminines qui vous constituent, que vous identifiez, qui vous sont importantes ou pas, et ensuite de laisser les associations libres se faire en pensée pour analyser, en étant accompagné, votre discours. Ce que l'on fait aussi en analyse, c'est qu'on va aller regarder du côté du choix des partenaires. Si on est sur un sujet affectif, amoureux, sentimental, relationnel, les choix professionnels également, je ne parle pas que de situation d'amour. Le rapport à la loi, très important. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'autre? Est-ce que vous êtes dans le désir de l'autre? Est-ce que vous êtes en position plutôt dominante? Quelle image est-ce que vous avez de vous? Et là, je peux repasser du côté de l'histoire amoureuse ou de l'histoire intime et de voir dans quel rapport vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe, voir quelles pratiques vous avez dans votre intimité, quels fantasmes vous traversent dans l'intimité, en leur présence ou en leur absence. Mais qu'est-ce qui fait partie de votre quotidien, de votre vie courante? L'objectif en thérapie, bien sûr, c'est de s'éloigner de la plainte, de la honte, du sentiment d'injustice ou de trahison, tous ces sentiments mêlés qui quand même vous font plutôt broyer du noir ou vous exposent un peu à la noirceur du monde, à la noirceur de l'âme, pour aller vers plus de paix, de tranquillité, d'émancipation, vers plus d'équilibre, voire vers plus de vide
mais tranquille, davantage tranquille, plus tranquille que inquiétant et de fait sur un mode défensif que vous allez avoir besoin de compenser. Alors une séance, c'est une séance qui est évidemment anonyme, qui est faite dans le calme également, dans la confiance réciproque, dans l'écoute, dans l'empathie, la bienveillance évidemment, avec un professionnalisme, c'est-à-dire que le thérapeute doit être formé. Vous pouvez lui demander d'ailleurs ses diplômes, son parcours d'études pour être sûr d'être face à quelqu'un formé à la plus grande des neutralités. Et ça se travaille. Qu'un thérapeute ne soit pas dans sa jouissance à lui ou à elle, mais dans la neutralité du travail du patient, ça demande beaucoup d'exigences et beaucoup de travail sur soi en amont de la part du thérapeute bien sûr, et sur la théorie et sur la pratique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de thérapie ne peut pas se retrouver face à quelqu'un qui en entame une. Déjà ça c'est la base, il faut avoir des années au compteur soi-même, de mise à plat des sujets, parce qu'il y a un transfert qui va s'installer dans la thérapie et le contre-transfert il doit être géré par le thérapeute. Donc bien sûr il y a aussi une supervision qui est mise en place rapidement quand on reçoit des patients, pour rester dans la plus grande des neutralités, le plus grand des professionnalismes, à maîtriser toutes les notions de base. Pour ma part, il va s'agir de la sexothérapie, de la relation de couple, de la sexoanalyse et de la psychanalyse. Le cadre de la séance est posé par le thérapeute en fonction de ses études, de ce qu'il souhaite appliquer en réflexion avec ses maîtres évidemment. La durée de la séance est toujours la même, la manière d'être réglée également. Il peut s'inviter un peu de flexibilité, mais il faut quand même un cadre très strict pour que vous vous sentiez en sécurité. Donc c'est un cadre qui bouge peu, sans rigidité bien sûr, mais quelque chose de solide en fait, de stable. Dans la tempête émotionnelle, dans la tempête sentimentale et puis celle des perceptions, voilà, qui va peut-être vous aspirer dans un sens ou dans un autre, en tous les cas qui va vous faire, qui peut vous déstabiliser. Donc tout est possible, tout est entendable dans la séance. C'est un lieu où vous pouvez vous dire que là c'est bas les masques, là c'est les défenses vont s'abaisser un petit peu et une ouverture va être possible sur votre intériorité. Soit quoi le thérapeute cherche à se connecter, c'est à votre réalité psychique. C'est quelle est votre vision du monde, dans quel état d'esprit êtes-vous et qu'est-ce que vous avez à remettre à l'endroit en fait et ne plus vivre à moitié à l'envers, à moitié à côté de ses pompes pour profiter davantage d'une vie satisfaisante, d'une sexualité, d'une intimité satisfaisante, de liens satisfaisants, de décisions satisfaisantes et choisies. La seule invitation que je me permets de vous délivrer en fin de vidéo, ce sera toujours soyez smart avec vous-même. Au plaisir de vous lire en commentaire si vous le souhaitez et de vous abonner si vous en avez envie. À très bientôt, merci de votre écoute.